Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Alors merci pour vos commentaires, vos réflexions, pour toutes les informations que vous nous demandez, que vous nous donnez aussi, les remarques et les suggestions. Je rappelle qu'effectivement c'est à partir d'elles que nous pouvons élaborer les émissions en répondant à vos questions et en répondant de notre mieux. D'ailleurs, on peut répondre aussi quand vous avez des questions d'ordre privé, eh bien on peut les transmettre notamment à notre ami Jean-Yves Côté qui verra s'il peut y répondre au mieux ou vous rediriger vers des spécialistes. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Nous allons aborder aujourd'hui un thème que vous connaissez bien et qui, pour beaucoup d'entre vous, signifie des choses très différentes. Et elle signifie des choses différentes en fonction de votre âge aussi, car c'est une notion qui a énormément évolué dans le temps et que vous nous demandez d'aborder. Il s'agit de la famille. On arrive en période de Noël et cette période est une période particulière où on parle de la famille. Alors nous aussi, nous allons parler de la famille et nous retrouvons tout de suite Maître Jean-Yves Côté. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Poitou et bonjour à vos auditeurs. Alors, bienvenue parmi nous. On est heureux de vous retrouver. Qu'est-ce que c'est que la famille ? Oui, la famille, c'est un thème qui est très riche à la fois sur le plan social, mais également sur le plan juridique, ce qui, comme vous le savez, est mon domaine de pratique et mon gagne-pain, vu que, étant donné que je suis avocat. Et un grand nombre d'avocats, d'ailleurs, travaillent à temps plein dans le domaine que nous appelons le droit de la famille. Donc, c'est une réalité sociale, c'est une réalité juridique, c'est une réalité aussi qui est en pleine mutation présentement. Ce qu'on peut dire sur le plan du droit civil, c'est que, comme vous savez, ici au Québec, nous avons un code civil, contrairement aux autres provinces du Canada. Et dans ce code civil, qui est inspiré du code Napoléon, donc en France au début du 19e siècle, le Code civil comporte 10 livres. Et un des livres, le livre deuxième, est consacré en entier à la famille. Il s'intitule Livre deuxième de la famille, les articles 365 à 612. Donc, on voit là que c'est un ensemble assez important d'articles. On parle d'environ 250 articles de loi qui portent ou qui tentent d'encadrer la réalité de la famille sous l'angle juridique. Alors effectivement, vous faites référence au code Napoléon, hein, lui-même était issu du code romain, donc on voit que ça remonte vraiment à il y a très très longtemps, mais ces dernières années, eh bien, la notion même de famille a beaucoup évolué. Je le disais dans mon introduction, pour les personnes les plus âgées d'entre nous, eh bien, la famille, c'était 8, 10 frères et sœurs. C'était pas rare de trouver des familles, voire même de 15 frères et sœurs. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que la famille est beaucoup plus restreinte. Voire même, quand on demande aux jeunes qui attendent leur premier enfant, on leur dit combien vous en voulez ? Eh bien, beaucoup disent peut-être un deuxième. Et donc, on voit bien effectivement que la notion de 15 enfants, on en est très loin. Il y a vraiment une évolution là, ne serait-ce que sur le nombre des enfants, hein, c'est énorme. Oui, effectivement, et ça pose des problèmes aussi sur le plan du renouvellement des populations. C'est que, comme vous le savez, pour qu'une société puisse maintenir sa population, le nombre de citoyens dans le pays, ça prend un taux de fécondité qui, je crois, avoisine les 2,2 enfants par couple. C'est ça. Et donc, là, si on est sous cette barre-là, ce qui va arriver, c'est que la population du pays en question va décliner, ce qui va se traduire aussi par une moins grande activité économique, notamment,
Et puis, on essaye de compenser par l'arrivée de migrants. Et là, je fais référence au sujet qu'on a abordé la semaine dernière, hein, sur le multiculturalisme. Et effectivement, si on est le 2.2, hein, c'est lié tout simplement au fait qu'il faut être deux parce qu'il y a deux personnes qui donnent naissance à la génération suivante, donc il faut au minimum deux. Mais il y a aussi des enfants qui meurent en bas âge, des accidents de voiture, des accidents divers, qui font qu'effectivement, eh bien, ce 0,2 là, c'est tous ceux qui ne pourront pas donner la génération future. Oui, puis à 2.2, je pense qu'on parle que d'un maintien du niveau de population, on ne parle pas d'une augmentation. Et lorsque des sociétés passent très rapidement d'un taux de fécondité très élevé à un taux de fécondité qui est bas, comme c'est le cas au Japon et au Québec, à ce moment-là, ça pose avec acuité le problème du vieillissement de la population. Ici au Québec, nous avons la génération des baby boomers qui est où ils étaient très nombreux. Bon, ces gens-là maintenant rentrent dans le troisième âge et quand on avance dans la vie, les problèmes de santé parfois s'accumulent. C'est la période de notre vie où nous avons le plus besoin de soins médicaux et donc comme ici, nous avons un régime de santé qui est étatique et qui est assumé par l'État, ben, ça fait une plus forte pression sur les finances publiques parce que, comme vous le savez, comme vous le voyez dans l'actualité, le budget de la santé, c'est une grosse préoccupation ici au Québec et dans les autres provinces du Canada aussi. Mais particulièrement au Québec. Et le budget de la santé va occuper une place de plus en plus importante du budget de l'État. Et ici au Québec, les deux postes budgétaires les plus importants, c'est la santé et l'éducation. Mais si l'éducation absorbe de plus en plus ou monopolise de plus en plus de ressources, il faut couper ailleurs. Et un des endroits où on est parfois tenté de couper, c'est dans l'éducation. Et là, ça pose un problème générationnel. Est-ce que, comme société, on accorde une priorité aux soins des aînés ou si on priorise l'éducation des plus jeunes qui sont l'avenir? C'est ça. Et là, vous faites référence aussi à tous les mouvements de manifestation qu'on est en train de voir au Québec, hein, vraiment, où les gens sont dans la rue pour dire ben, attention, qu'est-ce qu'on fait? Vers quelle société on va? Alors je voudrais qu'on revienne justement sur la famille. Déjà, très concrètement, hein, pour qu'il y ait une famille, autrefois, il fallait, notamment au moment du code Napoléon, eh bien, il fallait qu'il y ait un papa, une maman et des enfants. Et de ce papa et de cette maman découlaient des enfants. Mais un monsieur et une madame mariés, qui se mariaient ensemble, ça donnait des enfants. Aujourd'hui, c'est pas tellement le schéma. Hein. Encore une fois, je vais faire référence à ceux qui attendent des enfants. Hein, et on voit bien que la majorité, pour ne pas dire au contraire, c'est l'inverse. Hein, c'est plutôt exceptionnel de voir des gens mariés qui attendent un enfant. C'est plutôt la majorité qui n'attendent pas d'enfant. Oui, et puis sur le plan du droit, la réalité qui est encadrée par le législateur, c'est vraiment celle qui a trait aux enfants, le mariage et comme étant la porte d'ouverture à l'ouverture à, bon, au fond, le fait de prendre soin d'enfants. Et vous le verrez dans les quatre, en fait, il y avait initialement 4 sous-chapitres dans le livre deuxième sur la famille. Le titre premier, je vous le donne en mille, c'était du mariage. Le titre deuxième, c'était de la filiation. Donc, vous voyez que tout de suite, on parle des enfants. Le livre troisième, le titre troisième, dis-je, c'était de l'obligation alimentaire. Donc, et enfin, le livre quatrième, l'autorité parentale. On parlait des évolutions sociales du concept de famille et ça se reflète aussi dans nos lois. Donc, le législateur ici au Québec a intercalé, après le titre premier qui était le mariage,
il a intercalé un titre premier point 1 qui s'intitule « De l'union civile ». Et ce sont les articles 521.1 à 521.19. Donc, quand le législateur a recours à des décimales après les numéros d'articles, c'est un signe que ce sont des dispositions qui ont été ajoutées postérieurement à l'adoption initiale du Code. Donc, vous parliez du mariage avant, et bien là, on voit que tout de suite après, le législateur a senti le besoin de reconnaître et d'encadrer juridiquement la notion d'union civile aux articles 521.1 à 521.19. Mais cette union civile, hein, c'est quand même... Est-ce que ça correspond à ce qu'on vit, j'allais dire, quand on se met ensemble, hein, comme on dit souvent, bah, ils sont ensemble, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un acte concret qui est posé pour dire on s'unit devant le maire ou devant quelqu'un? C'est-à-dire qu'on voit bien que aujourd'hui, il y a comme un glissement vers une certaine... comment je dirais ça? Un certain vivre ensemble, sans forcément faire un choix déterminant. Et parfois, l'enfant qui va apparaître, l'enfant qui va naître, n'est pas un enfant désiré, attendu, voulu, mais j'allais dire, on le dit, hein, c'est un accident. Oui, mais dans ce que vous suggérez, il faut prendre garde de ne pas confondre l'union civile et l'union de fait. Je vous explique pourquoi. C'est que le législateur, on pourrait penser, ah bon, ben voilà, le législateur a compris que c'est pas tout le monde qui se marie et qu'il y a des couples qui se forment en dehors des liens du mariage. C'est pas tout à fait ça. C'est que l'union civile requiert quand même est entouré d'un certain formalisme. Il faut aller au palais de justice. C'est ce qu'on appelle, au fond, le mariage civil. Je vous donne la définition à 521.1. L'union civile est l'engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet État. Et à l'article suivant, 521.2, l'union civile doit être contractée publiquement devant un célébrant compétent à célébrer les mariages et en présence de deux témoins. Donc, il y a une cérémonie qui n'est pas religieuse, mais qui est civile. Donc, ça peut avoir lieu. Généralement, il y a une salle réservée au mariage civil dans les palais de justice. En France, ça se fait dans les mairies, par exemple. Mais cette réalité qui est encadrée par le législateur nécessite que les gens posent un geste public et qu'il y ait un papier qui soit rempli en quelque sorte. Alors que l'union de fait, elle, n'est pas du tout encadrée par le législateur. L'union de fait, c'est quand deux personnes décident d'habiter ensemble, mais qu'elles n'ont pas contracté de mariage, ni religieux, ni civil. D'accord. Mais cela n'empêche pas justement la naissance d'un bébé. Est-ce qu'on peut parler de famille si effectivement on a, j'allais dire, des personnes autonomes qui donnent naissance, parce que ce qui les relie à ce moment-là, c'est l'enfant. Est-ce que, alors je ne sais pas forcément d'un point de vue juridique, hein, mais est-ce que réellement il y a une famille? On voit bien qu'il y a un attachement. Si le papa et la maman reconnaissent l'enfant, ben on voit qu'il y a un lien vraiment entre les deux. Mais est-ce qu'on peut parler de famille? Oui, en fait, quand vous parlez de famille, on sent dans votre propos, et c'est tout à fait la préoccupation du législateur aussi, qu'il y a la notion d'enfant qui est très intimement liée à ça, et c'est pour ça que, d'ailleurs, le législateur a un titre, le titre deuxième dans le Code civil, les articles 522 et à 584, qui s'intitule de la filiation. Et au fond, il y a trois façons que reconnaît la loi ici au Québec pour avoir des enfants. La première façon, c'est la filiation par le sang. La deuxième façon, c'est l'adoption.
Et la troisième façon, qui a été reconnue beaucoup plus récemment, ici au Québec, dans la loi, c'est la filiation des enfants nés d'une procréation assistée, aux articles 538 à 542. Donc, pour le moment, ce sont les trois façons, les trois modes de filiation qui sont reconnus par le législateur au Québec. Donc, la filiation par le sang, c'est le père, la mère, les deux sont les parents biologiques. L'adoption, on le sait, les parents ne sont pas les parents biologiques, mais ce sont les parents économiques et psychologiques. Ils se reconnaissent des obligations envers l'enfant qui les adopte, tout comme les parents qui sont les parents biologiques. Et enfin, là, on a cette nouveauté, si je puis dire, de la filiation des enfants nés d'une procréation assistée. Ça fait également l'objet d'un encadrement de la part du législateur dans notre loi. Pour parler de la procréation médicalement assistée, hein, il faut savoir quand même qu'elle est très présente, puisque à Amos, hein, sur un groupe à peu près de 10 femmes qui attendent des enfants, eh bien 3, ce qui veut dire à peu près 30%, sont des femmes qui attendent effectivement grâce à une procréation médicalement assistée. Donc c'est quand même assez important. Un tiers attend grâce à ça. Donc on voit bien que le législateur s'est adapté. Mais est-ce que la société civile, psychologiquement, s'est adaptée? Oui, là, c'est tout à fait légitime de soulever la question. Le droit apporte moins de réponses à cela. Peut-être qu'une science comme la psychologie pourrait nous fournir des réponses plus adéquates. C'est sûr que nous, par exemple, en droit de la famille, lorsque nous avons à déterminer des questions, des débats de garde d'enfants, par exemple, il n'est pas rare qu'on fasse réaliser ce que nous appelons une expertise psychosociale pour avoir un portrait de la situation, là, des données psychologiques qui entourent l'enfant. Et ces rapports-là sont généralement faits soit par des travailleurs sociaux ou des psychologues, des gens qui ont une compétence de pointe dans le domaine et qui viennent éclairer le tribunal sur les données, les composantes psychologiques du problème. Alors, c'est sûr qu'avec des fois nos préjugés, fondés ou non, mais on peut penser que, au fond, si la nature a fait les choses comme elle l'a fait, que l'enfant bénéficie de la présence à la fois d'un père et d'une mère. Non pas qu'il n'y a pas d'autres modèles possibles, mais quand même, ça reste le modèle que je qualifierais de base et le modèle naturel de celui sur lequel est fondée la filiation par le sang dont on parlait tantôt. Oui, il faut savoir d'ailleurs que, en fait, quand on parle de la famille, hein, il y a une complémentarité homme-femme, là qui est, j'allais dire, évidente, mais effectivement qui n'est pas évidente pour tout le monde, mais il y a une vraie complémentarité. Hein, l'homme donne la vie, la femme porte la vie, et il faut bien distinguer les choses pour pouvoir mieux les unir. Hein. Si on ne fait pas de distinction, on fait ce qu'on appelle couramment un amalgame, mais donc le rôle de l'homme et le rôle de la femme sont très complémentaires et distincts, et en même temps aussi le rôle de l'enfant. On se rend rarement compte que les parents ne sont parents que lorsqu'ils ont donné la vie. Et s'ils donnent la vie, l'enfant leur donne d'être parents. Donc là aussi, il y a une complémentarité. Oui, tout à fait. C'est peut-être encore plus vrai à l'égard de l'aîné. C'est vraiment de tous nos enfants, c'est l'aîné de nos enfants qui nous fait parents. C'est pour ça que je pense que le lien avec l'enfant aîné est parfois légèrement différent. Il y a une petite différence là. Je crois parce que c'est cet enfant-là qui nous a fait parents. Ceux qui arrivent par la suite, c'est pas qu'on les aime moins, c'est pas la question, là, mais c'est que pendant aussi toute la vie de l'enfant, de l'aîné, on découvre notre rôle de parent à travers l'aîné, non seulement à la naissance de celui-ci,
mais tout au long de sa vie, c'est probablement lui qui va être le premier à aller à l'école. Alors, et les parents aussi ont à s'adapter quand les enfants, au fond, initient leur parcours scolaire. Ben, cette nouvelle étape-là, les parents la vivent pour la première fois avec leur aîné. C'est la même chose plus tard aussi dans la vie à l'adolescence quand ils ont des amis, ou comme on dit ici au Québec, un chum ou une blonde. C'est la première. Généralement, c'est souvent avec l'aîné que ça se produit pour la première fois et les parents ont à se situer par rapport à cette réalité-là pour la première fois avec leur aîné. C'est souvent l'aîné qui est le premier à quitter la maison aussi. Ce lien privilégié-là, c'est souvent, vous avez raison, c'est les enfants qui font de nous des parents, mais c'est tout particulièrement l'aîné qui nous confronte à une quantité de situations que nous n'avons jamais affrontées. D'ailleurs, psychologiquement, ça influence. Il y a des études qui ont été faites sur le rang des enfants dans la famille et sur l'impact que ça a sur leur psychologie et la formation de leur personnalité. Le premier, l'aîné, est forcément... c'est lui qui ouvre le chemin pour les autres. Alors, j'invite vos auditeurs à essayer de prendre connaissance sur Internet de certaines de ces études-là qui sont très, très intéressantes. Puis on essaie de voir aussi vis-à-vis de nous, parce que nous-mêmes, on fait partie d'une famille, on était enfants, puis on occupait un rang dans la famille. Et donc, on est toujours un peu intéressé de savoir quel impact ça a pu avoir sur le développement de notre personnalité. En sachant qu'effectivement, tout n'est pas prédéterminé, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est l'aîné qu'on est forcément le leader incontesté. Effectivement, la personnalité, l'histoire, le vécu de chacun va contribuer, et il contribue dès la naissance. Les conditions, les lieux, le milieu socio-culturel dans lequel on est né et dans lequel on a évolué, eh bien forcément nous aide à grandir ou au contraire nous ralentit. Oui, c'est ça. Et au fond aussi, votre thème d'aujourd'hui sur la famille, c'est que cette réalité-là de la famille était très encadrée, était un fondement de l'organisation sociale. Et traditionnellement, comment c'était perçu? C'était un homme, une femme, unis par les liens du mariage, un mariage soi-disant indissoluble, et ouvert à la transmission de la vie et une vie, si possible, abondante. C'était ça le modèle. Et ce que ce modèle assurait, c'était une stabilité sociale, parce que, les couples étaient encouragés dans ce cadre-là à rester ensemble. Le mariage était mal vu, même il fut un temps où il n'était pas légal. Le divorce, pardon. Le divorce était mal vu. Et il n'était pas encadré, même juridiquement. C'est assez récent dans le droit canadien que le divorce a été libéralisé. Ça date de la fin des années 60. Donc, ce modèle-là de la famille traditionnelle assurait, à tort ou à raison, on peut le critiquer, mais était ou prétendait, disons, assurer une certaine stabilité sociale. Là, on a ouvert la porte, on a, au fond, dit, par exemple, un homme et une femme peuvent vivre ensemble autrement qu'unis par les liens du mariage. L'union n'a pas à être indissoluble. Alors, tout ça, ce sont des réalités relativement récentes et si on essaie de leur donner aussi une reconnaissance juridique, et ça a déjà commencé, on a déjà commencé à le faire, on peut s'interroger sur l'impact que ça a sur la stabilité sociale, parce que la famille était effectivement, la famille traditionnelle était un garant de stabilité sociale. Et garant aussi pour les enfants, c'est-à-dire que mes parents étant mariés l'un à l'autre, je n'ai pas à me préoccuper de la solidité du foyer dans lequel je vis. C'est-à-dire que je sais qu'ils seront toujours là, c'est stable. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'enfants sont quand même très perturbés en cas de divorce. Je ne dis pas que tous les enfants vivent très mal le divorce. Certains enfants passent à travers,
mais beaucoup d'enfants sont quand même majoritairement perturbés par la séparation avec le père ou avec la mère. Oui, quoique ce soit une réalité qui n'est pas rare. Dans une classe, par exemple, souvent au primaire ou au secondaire, il y a la moitié des élèves dont les parents sont séparés ou divorcés. Voilà, c'est exactement ça. Ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, ça ne sécurise pas l'enfant. Exact. Et ça nous amène d'ailleurs, sur le plan juridique, si on revient au livre, aux dispositions consacrées à la famille dans le Code civil, dans le livre 2e consacré à la famille, le titre 3e s'intitule « De l'obligation alimentaire ». C'est-à-dire, et cette section du Code civil, on y a surtout recours lorsque, justement, les parents ne sont plus ensemble. Et ces lois-là, cet ensemble d'articles de loi vient définir quelles sont les obligations alimentaires de chacun vis-à-vis de l'enfant. Parce que c'est pas parce que l'union entre les parents cesse que les obligations que nous avons à l'égard de nos enfants se terminent. Oui. Si les parents ne sont plus si le couple n'est plus ensemble, chacun des deux membres du couple, de ce qui formait auparavant un couple, chacune de ces deux personnes-là reste pleinement investie de ses droits et surtout de ses obligations envers l'enfant, dont l'obligation alimentaire, qui, enfin, ça ne vise pas uniquement les aliments, c'est entendu au sens large, c'est l'obligation d'entretenir l'enfant et de voir aux besoins de l'enfant. Alors, quelle serait la question que vous laisseriez à nos auditeurs? Écoutez, ce serait choisis le type d'union dans lequel tu désires t'engager. Est-ce que c'est une union reconnue formellement par la loi avec un encadrement juridique et la protection que celui-ci fournit, ou si tu choisis d'avoir une union qui n'est pas encadrée par aucune règle, ce qui donne un sentiment de plus grande liberté, certes, mais qui, lorsque l'union vient à son terme, il nous manque un peu de balises pour encadrer les obligations de chacun au sortir de cette relation. Donc, je dis à vos auditeurs, choisis soit une relation qui est plus encadrée sur le plan juridique, ou une relation qui l'est moins, avec les risques, les avantages et les inconvénients que chacune des deux situations procure. Mais c'est un choix et c'est ce que vos auditeurs doivent faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous regardez et à la semaine prochaine.